Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les catastrophes naturelles et l'assurance. Est-ce que c'est une négociation si difficile que ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Quentin de la CCR, la Caisse centrale de réassurance, et Julien Arnoux de SGA, qui dirige notamment le groupe de travail climat. Ce webinaire va beaucoup se concentrer sur le régime CatNat qui date de 1982, sur sa couverture, son fonctionnement et sa nécessaire adaptation aux changements qui surviennent. Du coup, j'ai une première question pour Monsieur Quentin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quelques mots ce qu'est la CCR, la Caisse centrale de réassurance? Alors, en quelques mots, ce qu'est CCR. Donc, pour illustrer le propos, je crois qu'on a quelques slides. Donc, la Caisse centrale de réassurance est un réassureur, une entreprise de réassurance qui a un statut de droit privé, qui est une société anonyme et qui a la particularité d'être détenue à 100% par l'État français. Donc, on parle de réassureur public. Et nous intervenons sur des risques où le marché privé seul ne pourrait pas forcément répondre à l'objectif de couverture des risques, donc soit en cas de carence de marché, soit en cas de couverture pas totalement satisfaisante. Et à ce jour, nos domaines d'intervention sont de trois types. Les risques de catastrophes naturelles, sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. Également les risques d'attentats, parce que nous couvrons les dommages aux biens consécutifs aux actes d'attentat et de terrorisme, et également la responsabilité civile des exploitants nucléaires. On peut également intervenir de façon conjoncturelle sur d'autres risques exceptionnels ou difficilement assurables. Et un exemple récent, c'est notre intervention dans le domaine de l'assurance crédit au moment de la crise Covid. Mais ça a été pour une durée déterminée, donc entre 2020 et 2021. On gère également pour le compte de l'État un certain nombre de fonds publics, le plus connu étant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, donc des fonds publics qui ont un lien avec l'assurance. Et puis enfin, nous sommes aussi un outil à disposition des pouvoirs publics pour mener un certain nombre d'études en matière de gestion des risques, d'indemnisation ou de prévention. Concernant les catastrophes naturelles, notre activité se découpe en trois grands piliers. La réassurance publique, et on va le détailler plus en détail par la suite. Une activité de modélisation, donc de connaissance des risques, puisque c'est essentiel de bien connaître les risques que nous couvrons. Et depuis quelques années, on a également développé un troisième pilier qui est celui de la prévention, puisque c'est bien de couvrir les risques, mais si on peut essayer de les prévenir et de limiter les conséquences des risques, c'est essentiel et c'est pour ça qu'on travaille fortement sur le domaine de la prévention. Merci pour cette présentation rapide mais assez exhaustive de votre activité. J'en profite pour dire aux participants que s'ils le souhaitent, ils peuvent nous poser des questions tout au long du webinaire. Et en fonction du sujet, on pourra y répondre à l'instant, Julien ou Antoine, ou sinon à la fin, on aura également une session de questions-réponses. Je vous propose du coup d'entrer dans le vif du sujet sur ce qu'est une catastrophe naturelle. Est-ce qu'il y a déjà une définition de la catastrophe naturelle? Alors, c'est pas évident de définir ce qu'est une catastrophe naturelle. Si voilà, une définition pour le grand public qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire, c'est un événement naturel, un événement d'origine naturelle dont les conséquences sont particulièrement importantes. Mais on va voir que dans le domaine assurantiel, le terme catastrophe naturelle a une définition beaucoup plus précise et un peu différente. Donc, peut-être en introduction, on peut lister, quand on parle de risques naturels et notamment de ceux qui menacent la France, on a en tête, bien entendu, les tempêtes, donc les tempêtes hivernales en métropole, les cyclones dans les outre-mer, également les phénomènes de grêle,
gel, les inondations de toute nature, que ce soit des débordements de rivières, des crues torrentielles, du ruissellement urbain, des remontées de nappes, des submersions marines, donc beaucoup d'inondations différentes, les mouvements de terrain, dont un phénomène, donc je pense qu'on aura l'occasion de discuter, qui est le phénomène de sécheresse, de mouvements de terrain différentiels consécutifs à des phénomènes de sécheresse, également tremblements de terre, avalanches. Donc on a une liste très importante de risques naturels en France, mais au sens assurantiel, ce que l'on va voir, c'est que tous ces risques naturels ne sont pas considérés comme des catastrophes naturelles, et on rentrera un peu plus dans le détail. Mais avant peut-être d'expliquer ce mécanisme de catastrophe naturelle, on peut se poser aussi la question de savoir pourquoi certains risques ne sont pas assurables avec des mécanismes classiques et vont nécessiter de mettre en place un dispositif particulier comme le régime des catastrophes naturelles dont nous bénéficions en France. Donc, principalement 4 raisons. Il y a tout d'abord le manque de statistiques fiables. Alors, cette raison s'estompe. Elle était particulièrement vraie en 1982 quand on a voulu couvrir certaines catastrophes naturelles. On ne disposait pas d'un historique statistique suffisant. Et les mêmes outils, j'imagine. Et tout à fait, les mêmes outils, notamment de modélisation. Deuxième raison, donc cette première raison, elle s'estompe fortement. Deuxième raison, c'est le risque de cumul. Donc, risque de cumul, derrière ce terme-là, il y a 2 choses. Il y a la quantification des impacts potentiels des catastrophes. Là aussi, ce phénomène s'estompe du fait du développement des outils de modélisation. En revanche, ce qui subsiste, c'est qu'un événement peut causer un très grand nombre de sinistres. Et si chaque sinistre pris individuellement ne cause pas un coût très important, le cumul de tous ces petits sinistres peut entraîner des montants colossaux qui peuvent dépasser les capacités financières de certains assureurs, d'où le besoin de dispositifs particuliers. Enfin, 2 raisons qui sont peut-être les plus importantes, c'est le risque d'antisélection. Certains phénomènes sont très localisés avec des différences d'exposition très importantes. Alors, peut-être que le plus parlant, c'est le phénomène d'inondation. Il y a clairement une différence. L'habitant de la maison en bordure de rivière est beaucoup plus exposé par rapport à la personne qui habite au 3e étage à 10 km de la rivière. Et si on n'avait pas de mécanisme organisé, et bien, ce qui se passerait, c'est que peut-être que la personne au 3e étage n'aurait aucun intérêt à s'assurer, donc ne s'assurerait pas. Celui en bord de rivière aurait grandement intérêt à s'assurer, et 2 solutions. Soit la rivière ne déborde pas très souvent, et donc là, il trouverait une assurance à un prix à peu près abordable, soit la rivière déborde très souvent, et de toute façon, le prix serait prohibitif, donc il ne trouverait pas d'assurance. Quand vous dites anti-sélection, c'est une sélection par la négative? C'est ça, c'est de dire en gros, les personnes exposées ont intérêt à s'assurer et les autres non. Et puis, dernier risque, c'est celui de l'aléa moral. C'est le fait de se dire finalement, je suis exposé, mais mon voisin l'est aussi. Et de toute façon, s'il se passe une grande catastrophe, ça aura un tel retentissement au niveau national que l'État interviendra a posteriori. Et donc, à quoi bon m'assurer? Donc, ces deux derniers points subsistent très fortement et c'est pour ça qu'ils ont justifié la mise en place du régime CatNat. Et alors, du coup, on a vu tout ce qui pouvait être assuré ou pas assuré. Qu'est-ce qui relève du régime CatNat? Et est-ce que je peux me permettre une question subsidiaire? Pourquoi 1982 finalement? Alors, pourquoi 1982? C'est que pour mettre en place un tel dispositif, ça prend du temps. Et donc, il y a eu de très nombreuses réflexions bien avant 1982. D'ailleurs, le régime CatNat de 1982, il repose sur le préambule de la Constitution de 1946. Oui. Mais au cours des années 70, il y a eu des discussions, notamment au niveau parlementaire, puisqu'à chaque fois qu'une inondation se produisait en France, on faisait le constat qu'il y avait une immense majorité des gens qui n'étaient pas assurés, qui restaient sur le carreau, et donc ça nécessitait une intervention d'État a priori. Et en 82, les réflexions étaient suffisamment mûres pour mettre en place ce dispositif. Et alors, sous quelle modalité? Alors, donc déjà, pour couvrir quel péril? Donc effectivement, j'ai listé tout à l'heure toute une série de périls qu'on a en tête, mais finalement, on a découpé cette liste en 2 catégories.
Il y a des périls qui peuvent être couverts par des mécanismes assurantiels classiques. Et le meilleur exemple, ce sont les tempêtes, donc les tempêtes en métropole. Pourquoi est-ce que ça peut être couvert par des risques, des mécanismes classiques? C'est qu'à peu près l'ensemble de la population est exposée et de façon, on va dire, il y a des variations, il y a des gens qui sont plus ou moins exposés que d'autres, mais globalement, tout le monde est exposé et de façon à peu près raisonnable. Et on a eu la démonstration d'ailleurs en 99 avec les tempêtes Lothar et Martin, qui ont, à quelques jours d'intervalle, les deux ont touché l'ensemble de la France. Donc on a bien eu cette démonstration. Donc là, voilà. À l'inverse, donc en dehors de la tempête, mais également de la grêle, du poids de la neige ou du gel, tous les autres périls relèvent, ont nécessité la mise en place d'un régime spécifique, donc c'est le régime CatNat. Il y a d'autres dispositifs spécifiques qui existent, notamment pour les risques en agriculture, mais c'est un cas bien particulier. Et donc en 1982, on a instauré ce système. Alors on n'a pas de liste exhaustive des périls, hein. On parle de régime à péril non dénommé, ce qui fait que donc principalement ce que l'on couvre, ce sont les inondations, les mouvements de terrain, la sécheresse, les tremblements de terre, les cyclones, les avalanches, mais on peut même imaginer peut-être un jour un nouveau phénomène naturel où on pourrait se poser la question pour savoir s'il relève du régime. Et on l'intégrerait de façon assez naturelle puisqu'il n'y a pas de liste. Voilà, en tout cas, on aurait les moyens, il y aurait sans doute des débats, savoir si ça relève du régime ou pas, mais il n'y a rien de liste figée. Il n'y a pas de liste figée. Et le meilleur exemple, c'est effectivement le phénomène de sécheresse, de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse, puisque les premiers arrêtés CatNat ont été pris en 1989. Donc en 1982, quand on crée le système, on n'avait pas identifié ce péril et il a été rajouté en 89. Donc voilà pour cette liste de périls. Alors après, comment le régime fonctionne? On peut passer voilà, oui, parce que du coup, pour un panel de catastrophes aussi. Oui, on va peut-être montrer celui d'avant. Voilà. Pour expliquer un peu les grands principes de ce dispositif, donc, comme je le disais, créé en 1982, qui repose sur trois principes fondateurs très importants, qui sont la solidarité nationale, mais également un principe de responsabilité, puisque d'entrée de jeu, on a intégré dès la loi de 82 un lien entre indemnisation et prévention. Et notamment, on a créé, à l'époque, en 82, c'était les plans d'exposition aux risques, mais qui ont été après renommés en plan de prévention des risques. Donc, d'entrée de jeu, on a dit oui, on va couvrir le plus grand nombre, dans des conditions assez favorables, mais en contrepartie, on va mieux maîtriser l'occupation du sol en créant les plans de prévention des risques. Donc, c'est ce qu'on appelle ce principe de responsabilité. Puis aussi un principe d'équité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qui sont communes à l'ensemble des assurés français pour qu'il y ait une égalité de traitement entre tous les assurés. Deuxième point très, très important, c'est un partenariat public-privé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par partenariat public-privé? Oui, parce qu'on a généralement plus en tête dans l'habitat, dans la construction, le partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'assurance de la réaction? Alors, effectivement, dans les années avant 1982, quand on a réfléchi à ce dispositif, il y avait principalement deux options. Il y avait l'option de créer un fonds public, donc un système vraiment public qui repose sur les moyens de l'État, ou mettre en place un partenariat entre l'État et le secteur de l'assurance. Et donc, c'est finalement cette option qui a été retenue, avec finalement une répartition des tâches assez claire. Le système s'appuie sur le secteur de l'assurance pour délivrer la garantie. Et la loi de 1982 crée une extension de garantie obligatoire pour les catastrophes naturelles. Donc, voilà, ça se traduit comment? C'est dès lors que vous êtes assuré, pour votre maison, ou pour votre automobile, ou qu'une entreprise est assurée, automatiquement, elle bénéficie d'une extension pour la couverture des catastrophes naturelles. Donc, les assureurs délivrent la garantie, collectent les primes d'assurance et également vont être en première ligne pour gérer les sinistres, expertiser les sinistres via le réseau d'experts. Donc ça, c'est le rôle du secteur assurantiel. Et puis, le public est là et l'État est présent pour différents ordres. Premièrement, c'est lui qui va définir
les événements, les périls qui sont couverts et les événements qui sont couverts, et ça se traduit notamment par la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Donc là, on anticipe, je crois, un petit peu justement sur le fonctionnement concret. Voilà, on y reviendra un petit peu après. L'État va aussi fixer le tarif, ça se traduit par une surprime de 12% qui est commune à l'ensemble des assurés, donc ce qui symbolise le principe de solidarité, hein, que vous soyez donc, très exposé ou peu exposé aux catastrophes naturelles, chacun paye 12% de sa prime dommage aux biens, et puis également il va encadrer les mécanismes de franchise. Autre point très important, c'est que l'État l'État habilite CCR à délivrer des couvertures de réassurance publique et qui ont une particularité très importante, c'est que ce sont des couvertures illimitées et bénéficiant de la garantie de l'État. Donc, l'État est le garant de dernier ressort. Donc illimité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'arrive une catastrophe naturelle, j'y ai droit. Alors, c'est qu'en tout cas, la réassurance que délivre CCR aux assureurs, c'est un rôle classique, le réassureur assure le réassureur assure la solvabilité des assureurs, mais souvent délivre des couvertures limitées. Là, du fait de l'intervention de l'État, cette couverture est limitée, ce qui garantit aux assureurs de ne pas faire faillite et, in fine, ce qui garantit à chaque sinistré d'être indemnisé. Christophe Quel qui me dit que le son est coupé, il ne nous entend pas et que le son est coupé de notre côté. Non. Pourtant, est-ce que des personnes peuvent réagir pour bien activer de tous les côtés? Oui, sur le chat, j'ai pas eu de problème sur le chat. D'habitude, on a pas mal de petites alertes sur le sujet. D'accord. Est-ce que peut-être quelques personnes peuvent nous dire oui, on entend bien sur le chat? J'entends sans problème. Ok, pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et comme ça, je peux voir que le système des questions marche, parce que pour l'instant, c'est vrai que je n'en ai pas eu beaucoup. Peut-être la question, mais parfait. Merci beaucoup. Et du coup, on est d'accord que tout ça, on parle autant pour les particuliers que pour les entreprises. Ça concerne vraiment les deux marchés. Tout à fait. Donc, c'est effectivement un spectre extrêmement large, puisque tous les assurés pour le son n'est pas optimum. Tous les assurés au titre de leur MRH sont couverts, mais également les entreprises. Alors, bien sûr, la condition, c'est d'avoir souscrit un contrat d'assurance, mais dès lors que vous êtes assuré, vous êtes couvert. Donc, ce qui assure un taux de pénétration extrêmement large. Je pense je donnerai quelques chiffres après. Peut-être, avant de donner des chiffres un peu précis sur ce régime, on peut dresser un bilan. Le régime a fêté ses 40 ans l'an dernier. Et donc, on a notamment publié un rapport sur le sujet. Et le constat, c'est qu'on a effectivement la quasi-totalité des particuliers et des entreprises qui sont couvertes à un coût abordable. Hein, c'est très, très important par rapport à d'autres situations dans d'autres pays. Les coûts sont bien moindres que d'autres couvertures dans d'autres pays. À ce jour, les finances publiques ont été protégées puisque l'État est intervenu qu'une seule fois, mais de façon extrêmement limitée en début 2000. Et en plus, au-delà de la couverture des risques, ce dispositif a permis d'améliorer la connaissance des risques, puisqu'en parallèle, on a pu nouer des partenariats avec de grands organismes comme Météo France, comme le BRGM, pour améliorer notre connaissance des risques. Et puis également, ce régime s'est accompagné du développement de la prévention, avec notamment, en 1995, la mise en place du fonds Barnier, financé par un prélèvement sur les primes CatNat, donc globalement un constat bénéfique après 40 ans. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai eu de petites questions que veut dire CCR? J'en profite puisqu'on allait passer sur le régime lui-même. CCR, c'est la Caisse centrale de réassurance. C'est ça. Voilà. Alors, souci de concision, on dit souvent CCR. Exactement. Mais du coup, c'est un panel, donc on le voit très large, qui concerne la France entière, les marchés particuliers comme entreprises, les finances publiques, les assurés, puisque même payent donc cette surprime de 12%, les assureurs. Et du coup, quand une catastrophe naturelle survient, comment ça se passe?
Alors effectivement, c'est important puisque de comprendre un peu comment tout ceci fonctionne. C'est à la fois assez proche d'un mécanisme assurantiel classique, mais avec des étapes supplémentaires. Donc, comme je le disais, contrairement à un contrat d'assurance classique, la définition de l'événement et savoir donc, quels sont les périls et quels sont les événements couverts par le contrat d'assurance échappent à l'assureur et sont fixés par l'État. Et donc, imaginons qu'un événement survient, typiquement une inondation. Comment ça se passe? Eh bien, le sinistré peut se rapprocher de son assureur, mais la première chose qu'il peut faire également, c'est de se rapprocher de sa mairie. Le maire va constituer un dossier qui va remonter en préfecture, donc il va déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La préfecture va vérifier que ce dossier est complet, va elle-même remonter ce dossier auprès du ministère de l'Intérieur qui assure via ce qu'on appelle la cellule CAPNAT, le secrétariat technique d'une commission interministérielle qui réunit plusieurs ministères, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère, désormais le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, puisque le régime couvre également les Outre-mer. Et est-ce que, j'ai la question déjà survenue, est-ce que ce parcours, cette remontée est relativement rapide, puisque maire, préfet, commission interministérielle, c'est tous les échelons finalement politiques qui sont sollicités, ça peut aller rapidement? Alors globalement, ça va assez vite, il y a toujours des exceptions, mais et au fil du temps, ça s'est amélioré. Donc il y a déjà des travaux importants qui ont été faits ces dernières années pour que le process soit digitalisé, donc ça accélère ce processus de reconnaissance. Et en plus, depuis quelques années, on a créé aussi une procédure exceptionnelle, donc vraiment pour des événements de grande ampleur, où il n'y a pas, il n'y a pas de débat de savoir si on a dépassé les seuils de reconnaissance ou pas. La procédure peut aller beaucoup plus vite et en maximum 1 semaine, 15 jours, l'arrêter pareil. Ah oui, donc effectivement très rapide pour que les gens puissent derrière, et du coup, ça permet de… Pour des phénomènes plus isolés, plus localisés, effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps parce que ça suit la voie classique. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que cette commission interministérielle, donc, qui regroupe à la fois le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, et également avec le ministère de la Transition écologique, qui assure un rôle d'expert technique, cette commission se base sur des éléments techniques et scientifiques. Et donc, ça nécessite aussi de collecter un certain nombre de rapports et d'études auprès d'organismes spécialisés, comme Météo France, comme le DRGM, comme les services de prévision des crues. Et parfois, ça peut prendre un peu de temps de collecter ces informations. Voilà, donc ce qui est spécifique, c'est toute cette première partie de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et on peut dire qu'ensuite, c'est assez classique, puisque une fois que la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, le sinistré va pouvoir se retourner vers son assureur. En fonction de la gravité du sinistre, l'assureur va pouvoir envoyer un expert qui va expertiser le sinistre. L'assureur indemnise. Et nous intervenons, donc en tant que CCR, nous intervenons au deuxième niveau, en tant que réassureur, donc nous assurons les assureurs, pour faire simple, et on va donc indemniser la part du risque que nous couvrons. Et si jamais, cas de catastrophe exceptionnelle, la sinistralité dépassait le montant de nos réserves, eh bien c'est l'État qui on ferait jouer la garantie de l'État, et donc d'une certaine façon, l'État est le réassureur de CCR pour assurer la solvabilité du dispositif. Parfait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit que le schéma peut avoir plusieurs étapes, mais c'est quelque chose qu'on connaît assez bien dans les assurances, au final, experts, indemnisation. Je voudrais préciser une chose. Dans la déclaration de la catastrophe naturelle, c'est vraiment le maire de la commune qui a la main, qui enclenche les choses. Alors, évidemment, le sinistré va se signaler au maire, l'assureur, l'agent que vous êtes va aussi le signaler au maire. Normalement, quand il y a une catastrophe naturelle, un péril naturel, le maire, il est au courant, il l'a subi, il habite dans la commune. Mais c'est vraiment lui qui a la main sur ce dossier. Vous, de votre côté, vous ne pouvez rien faire sauf à l'en informer. Et une fois que l'arrêté
de catastrophes naturelles est publié. À ce moment-là, c'est là où vous jouez votre rôle. Merci pour ces précisions, messieurs. Du coup, je crois qu'on a quelques chiffres sur les catnats les plus fréquentes et sur leur coût. Voilà, tout à fait. Alors, pour essayer quelques chiffres qui résument un peu le fonctionnement du dispositif. Donc déjà, on peut retenir, je l'ai déjà indiqué, mais un taux de pénétration très élevé. On estime à peu près 97% des particuliers couverts et près de 100% des entreprises. On a un taux de pénétration de l'assurance un peu moins élevé dans les Outre-mer, même si ça progresse, mais on serait plutôt en moyenne aux alentours de 60%. Donc, ce qui se traduit par 94 millions de biens assurés, hein, plus de 40 millions de maisons, plus de 40 millions d'automobiles, près de 7 millions d'entreprises. Les primes CatNat, ça représentait environ 1,8 milliard en 2021. Et puis, donc effectivement, alors, ça ne représente entre guillemets que 12% des primes dommages, mais effectivement, c'est conséquent. Et en est augmentation depuis quelques années? Alors, ça suit, en fait, comme c'est un pourcentage de la prime dommage, ça suit l'augmentation de la prime de base, donc c'est globalement, ça suit l'inflation. Et ce qui se traduit, et peut-être un chiffre vraiment à retenir, c'est qu'en moyenne, pour assurer une habitation, un particulier va payer 22 € par an, donc ce qui est extrêmement limité. Et je prenais l'exemple d'autres cas dans d'autres pays européens, il faudrait rajouter parfois 1 0, mais même parfois 2 0 à ce chiffre-là. Donc, c'est effectivement extrêmement bénéfique pour les assurés. En termes de sinistres indemnisés, 3,3 millions de sinistres indemnisés depuis 1982 pour un coût d'environ 44 milliards. Et en termes de sinistralité, il faut retenir que les deux principaux périls auxquels on a à faire face de façon récurrente, ce sont les inondations et la sécheresse. Chaque année, il y a des inondations et quasiment chaque année, il y a une partie du territoire qui subit une sécheresse. Les deux autres périls très importants, ce sont les vents cycloniques qui concernent les Outre-mer et les tremblements de terre. Alors, les pourcentages paraissent faibles, mais on peut citer par exemple le cyclone Irma qui a touché Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est 2 milliards d'euros. Et si jamais un cyclone touchait les Antilles, ça serait des montants plus importants. Tremblement de terre, on a eu la chance et c'est un péril peu fréquent, on n'a pas encore connu d'événements de tremblement de terre de très grande ampleur, mais imaginons un tremblement de terre à Nice, par exemple, du coup, serait extrêmement important. J'ai une question intéressante, c'est pourquoi certains événements couverts contractuellement par les assureurs, comme la tempête ou la grêle, sont quand même intégrés dans les catnats? Alors, la tempête et la grêle ne relèvent pas du régime CatNat. Voilà, elles sont considérées comme assurables. Et donc, parfois, effectivement, c'est là où il y a besoin de faire beaucoup de pédagogie, parce qu'un sinistré qui a subi une tempête, c'est assez difficile pour lui de lui dire vous n'avez pas subi une catastrophe naturelle, mais pour autant, ça ne sera pas reconnu CatNat, mais pour autant, il sera bien indemnisé par son. C'était bon de le rappeler, voilà. On n'avait pas peut-être été assez clair au début. Non, je pense c'est ce qu'a dit Antoine Quentin, au début, il y a un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que dans le langage commun, quand on subit un péril naturel, on dit c'est une catastrophe naturelle. Ben oui, évidemment, c'est catastrophique pour celui qui le subit. Or, la catastrophe naturelle est un régime juridique et un régime d'indemnisation. Donc, tous les risques, tous les périls naturels ne sont pas des catastrophes naturelles. Mais en revanche, toutes les catastrophes naturelles sont des périls naturels. Et c'est là où il y a une confusion dans les mots et qui est tout à fait normale, qui est tout à fait légitime. Donc, la grêle, c'est un péril naturel, mais qui ne relève pas du régime juridique de la catastrophe naturelle. Et alors, du coup, dans ce processus, une fois qu'on est sur l'indemnisation, quelle part de l'indemnisation reste à la charge de l'assureur? Alors, on peut peut-être remonter sur le slide 6. D'accord, c'est pas très grave, donc je pense que vous aurez accès à la présentation. Nous intervenons en réassurance de deux façons. Voilà, celui encore d'avant.
avec les deux tableaux. Voilà, c'est ça. Donc le graphique de droite illustre la répartition du risque entre les assureurs, CCR et l'État. Nous intervenons de deux façons. Alors, désolé, c'est le jargon de la réassurance, mais dans un premier temps, nous intervenons via une réassurance en quote-part. Donc, les assureurs nous cèdent 50% de leurs primes et en contrepartie, nous prenons 50% du sinistre. Donc, il faut effectivement imaginer, bien entendu, un particulier n'a pas conscience que CCR intervient derrière, mais sur quasiment tous les sinistres qui se produisent en France, sinistres catastrophes naturelles, nous prenons à notre charge 50% du sinistre. Et dans un deuxième temps, nous intervenons dans le jargon, toujours le jargon de la réassurance en stop loss, donc au-delà d'un certain montant annuel. Alors, le réassureur appelle ça priorité, mais c'est l'équivalent d'une franchise annuelle. Au-delà de cette franchise annuelle, nous prenons 100% du sinistre. Et donc, voilà, l'exemple peut-être le plus marquant, c'est le cyclone Irma, donc, que je mentionnais, qui a coûté à peu près 2 milliards d'euros. Nous avons pris environ 80% du sinistre à notre charge. Donc, voilà, il faut retenir, c'est au minimum 50%, mais ça peut aller beaucoup plus en fonction du montant global des dommages, du montant annuel qui peut être causé par un ou plusieurs événements. On a une question auquel je crois on a déjà répondu, mais on peut toujours. Lorsqu'un sinistre est déclaré à l'assureur, comment ce dernier sait-il qu'il s'agit d'une catastrophe? Parce qu'il y a eu l'arrêté de catastrophe naturelle, mais comment, peut-être la question est-elle, comment cet arrêté de catastrophe naturelle est communiqué à l'assureur, à la compagnie, peut-être même à l'agent général? Alors, donc cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance qui est publié au journal officiel. Donc, je dirais que ceux qui sont le plus affûtés peuvent suivre au jour le jour les publications du journal officiel. Après, on a mis un certain nombre d'outils. Et donc, par exemple, nous, au sein de CCR, nous siégeons en tant qu'experts techniques au sein de la commission interministérielle. Et donc, dès que l'arrêté paraît, nous sommes tout de suite informés de l'apparition de l'arrêté. Nous diffusons aux assureurs via un site extranet la liste des communes qui sont reconnues et dans un format peut-être plus exploitable opérationnellement que le JO. Et en interne, dans les compagnies, je sais qu'il y a des personnes qui sont dédiées à la veille du projet quand arrive ce type de catastrophe. Alors, je vois que quelqu'un a rebondi dans votre schéma, on voit réassureur privé. Quelqu'un nous dit, il paraît que les réassureurs privés se sont désengagés. Est-ce vrai? Alors, c'est partiellement vrai. La réassurance privée intervient sur de nombreux risques, y compris les risques naturels. D'ailleurs, partout dans le monde, en fait, le principe, le modèle économique de la réassurance privée, c'est de couvrir des risques partout dans le monde en essayant de bénéficier de la mutualisation au niveau mondial, en espérant que la même année, il n'y aura pas un tremblement de terre en Californie et puis un typhon en Asie. Et les réassureurs privés interviennent de façon très importante pour couvrir les tempêtes, pour couvrir la grêle, pour donc des risques qui ne sont pas catastrophes naturelles. Voilà, les périls naturels et pas les catastrophes. Sur les catastrophes naturelles, ils peuvent intervenir. La plupart du temps, ils interviennent, là aussi, désolé pour le jargon de la réassurance, ils interviennent en sous-jacent de nos programmes. Donc, entre l'intervention de l'assureur et celui de la CCR, parfois la réassurance peut intervenir. Il est vrai que l'an dernier, de nombreux réassureurs ont annoncé qu'ils ne souhaitaient plus intervenir en catastrophe naturelle, notamment pour couvrir le péril sécheresse, qui est considéré comme non assurable. Certains restent en sous-jacent pour couvrir le risque d'inondation. Voilà. Mais la capacité est effectivement moins importante. Donc, une forme de désengagement dans les CatNat, mais toujours une bonne présence dans les périls naturels, pour résumer. Et du coup, là on parlait des sécheresses, vous dites qu'en 82, il y avait des risques qu'on n'avait pas identifiés, qu'on a intégrés ensuite au CatNat. Là, on constate fort changement climatique qu'on ne peut pas nier, qu'il y a des conséquences sur la fréquence et l'intensité de ces catastrophes naturelles et même des périls naturels. Est-ce que le régime CatNat à la française est encore valide dans le monde qui vient? Alors, c'est une excellente question et qui n'est pas évidente. Alors, peut-être là-dessus, effectivement, on peut avoir une première réponse un peu d'ordre statistique, c'est de regarder
l'historique de sinistralité qui est présente là sur le graphique de gauche. La caractéristique d'une catastrophe naturelle, c'est que c'est extrêmement volatile et donc il y a des années peu sinistrées. On va dégager des résultats qu'on peut mettre en réserve. Et puis, il y a des années fortement sinistrées où on puise dans nos réserves pour indemniser. On n'a pas, sur ce graphique-là, on ne voit pas de tendance extrêmement nette. Principalement, on va bien ressortir les deux périls principaux, inondation, sécheresse. Ceci dit, si on faisait un graphique qui portait spécifiquement sur la sécheresse, on commencerait à voir une tendance. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'effectivement, si on commence à avoir systématiquement une sinistralité très importante et supérieure au montant des primes, là, on commence à mettre le dispositif en tension, ce qui se traduit sur le graphique suivant. Sur le graphique suivant, on a représenté l'évolution du montant des réserves de CCR depuis 2000. On voit qu'il y a toute une partie, le régime fonctionnait parfaitement bien, puisque pas chaque année, mais très régulièrement, on avait plus d'années bénéficiaires, donc on pouvait doter des réserves, et puis on avait quelques pics de sinistralité, mais heureusement, les réserves que l'on avait constituées permettaient d'indemniser. Là, on a un régime mis en tension depuis 2016, puisqu'on a une succession d'épisodes très importants. Alors, il y a des phénomènes rares et très intenses comme le cyclone Irma, je parle à nouveau de cet événement, où là, c'est normal. Effectivement, la réassurance est là pour faire face à ces événements extrêmes. Ce qui est plus compliqué, c'est si on a 6 années de sécheresse exceptionnelle en 7 ans, ce qu'on a subi depuis 2016, où chaque année, hormis 2021, qui était un peu une exception, voilà, chaque année, on a dû prélever dans nos réserves, et ça se traduit par une baisse de plus de 2 milliards depuis 2016. Donc, effectivement, il y a un régime mis en tension et en plus à la sinistralité, eh bien, on a l'an dernier subi un choc d'inflation. Donc effectivement, du fait de l'inversion du cycle de l'assurance, on a collecté les primes hors période d'inflation et on indemnise des sinistres dans une période de forte inflation, donc ce qui accentue cette tension. Et puis, on y reviendra, mais il y a un certain nombre de textes de loi qui sont des améliorations de l'indemnisation, mais qui vont avoir un certain coût et donc qui accentueront de la sinistralité. Du coup, en fait, les mécanismes sont bons, sont logiques. La base est bonne, c'est une forme d'adaptation. On reviendra avec Julien. Tout à fait. Alors, effectivement, je pense que les fondamentaux sont bons, et notamment ce principe de péréquation, de très large mutualisation entre les territoires. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui viennent nous voir pour comprendre comment fonctionne le système français, qui est quasi unique. On a un système, les Espagnols ont un système assez proche du nôtre avec une large couverture, mais sinon beaucoup de pays ont cette problématique de couverture des catastrophes naturelles et cherchent à mettre en place des dispositifs. Donc les fondamentaux sont bons, mais on a une tension sur la sinistralité et donc en gros les dépenses augmentent et à ce jour les ressources restent constantes et donc un décalage qu'il faudra traiter. Et en plus, effectivement, comme on le voit sur les graphiques là, on a aussi le changement climatique qui commence à produire ses effets. Et donc cet écart entre la hausse de la sinistralité et les ressources constantes à ce jour va s'accentuer, donc ce qui posera à un moment un besoin de rééquilibrer le système. Est-ce qu'il ne faut pas du coup parler du fonds Barnier, de ces mesures de prévention? Est-ce qu'il ne faut pas mieux prévenir que guérir? Est-ce que ce n'est pas une des solutions qu'il faut creuser? Alors tout à fait, face à cette hausse de la sinistralité, on a eu l'occasion de remettre un rapport au ministre des Finances récemment. On a dressé plusieurs pistes de solutions. Il y en a principalement 2. Il y a l'ajustement du taux de surprime et vraisemblablement l'écart s'accentuant et n'étant pas dû à une année aléatoire, mais plus à une succession de déséquilibres semble maintenant confirmée. Donc ça, c'est une première piste. Mais la deuxième piste, c'est celle de la prévention, qui est vraiment essentielle.
et qui est de deux ordres. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la prévention collective, qui est financée par l'État, financée aussi par les collectivités locales et qui est essentielle et qui a produit ses effets. Hein. On a mené des études sur l'efficacité des PPR et on voit les plans de prévention des risques, pardon, et on a réussi à montrer que la mise en place des PPR a permis de réduire très significativement la sinistralité. Donc il faut continuer ces efforts dans ce domaine-là et aussi traiter un certain nombre de périls qui sont insuffisamment traités à ce stade, et je pense notamment au phénomène d'inondation par ruissellement et aussi les phénomènes de sécheresse, de retrait-gonflement des argiles, sécheresse géotechnique, de différentes terminologies. Mais il y a également aussi, donc toutes ces mesures collectives, elles sont en partie financées par le Fonds Barnier et après abondées par les collectivités locales, mais il y a aussi des mesures individuelles, et ça c'est tout un pan à explorer. Ces mesures individuelles, dans certains cas, elles peuvent aussi être financées par le Fonds Barnier dans certains endroits, le Fonds Barnier finance jusqu'à 80% des mesures de prévention. Mais le problème, c'est que ces crédits sont souvent sous-utilisés parce que les particuliers ne sont pas au courant et donc il faut arriver à les informer. Et en parlant d'information, ces plans de prévention des risques, ces PPR, les agents généraux peuvent y avoir accès? Alors, les assureurs peuvent y avoir accès? Là, alors, globalement, ce sont des documents publics. Voilà. Et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est une base totalement nationale consolidée. Pas que ça arrivera, mais globalement, oui, on sait si la commune a mis en place un plan de prévention des risques. Voilà, on vient de répondre à une question qui vient de tomber sur où trouver ces plans de prévention. J'ai une question, du coup, puisqu'on parle de sécheresse, quelqu'un nous demande, et c'était typiquement, vous en parliez depuis 2016, est-ce qu'une sécheresse lente, mais qui dure, et qui endommage un bien, peut être considérée comme une catastrophe naturelle? Alors, c'est une question difficile, là encore. Effectivement, la plupart des catastrophes naturelles sont des phénomènes soudains, brutaux, et donc c'est assez évident de faire le lien entre la survenance de l'événement et les dommages. Les mouvements de terrain consécutifs à des phénomènes de sécheresse sont très différents, parce que ce sont des phénomènes lents, progressifs. Néanmoins, comme ils sont assimilés à des mouvements de terrain, ils ont été intégrés au sein du régime 4MAT, et globalement, on reconnaît des épisodes de sécheresse intenses qui ont causé des mouvements de terrain. Ce qui fait que certains épisodes moyens ou limités ne sont pas reconnus, ce qui pose parfois des problèmes d'incompréhension. Alors, il y a je pense qu'on viendra par la suite, il y a un certain nombre d'améliorations en cours pour essayer de mieux appréhender ces phénomènes. Ça me fait une transition toute trouvée pour Julien et les sujets politiques, puisqu'effectivement, le retrait-gonflement d'argile fait l'objet actuellement de réflexions politiques, mais même avant ça, les gouvernements des 5 dernières années ont agi pour les catastrophes naturelles, enfin, contre les catastrophes naturelles. Oui, effectivement. Bon, alors les mesures qui ont été prises sont récentes. Il y a parmi la classe politique une prise de conscience des problèmes climatiques et des problèmes relatifs aux risques naturels. Une prise de conscience que les assurés ou les administrés en général ne sont pas suffisamment couverts ou prémunis contre les risques naturels qui surviennent. Alors, on a eu plusieurs lois et règlements. Le premier, c'est la loi du 28 décembre 2021 sur les catastrophes naturelles, qui a pris surtout de la valeur à partir du moment où le décret d'application de cette loi a été adopté, et là, c'est le 30 décembre 2022. Alors, dans ce décret, on est plus dans des petits ajustements. Je vous dirai après quelles sont les dispositions qui, là, vont changer les choses. Alors, dans ce décret du 30 décembre 2022, on a un changement au niveau de la reconnaissance des communes sinistrées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Désormais, quand il y a une reconnaissance de catastrophe naturelle, la décision
est annexée à l'arrêté. Elle doit être justifiée. Jusqu'à maintenant, l'État appréciait s'il y avait une catastrophe naturelle ou pas et disait oui ou disait non. Maintenant, ça doit être justifié. Qu'est-ce que ça veut dire que ça doit être justifié? Ça veut dire que ça peut être contesté parce que l'État aura l'obligation de fournir les éléments validants, explicatifs, exactement. Alors, qui peut le contester? Le maire, le premier, c'est sa commune qui est concernée, mais tout administré peut contester une décision publique s'il y a un intérêt. Autrement dit, il y a un péril naturel dans ma commune. Dans ma commune, j'y habite. Si la commune n'est pas reconnue en catastrophe naturelle, j'ai intérêt à agir contre l'État puisque c'est mon lieu d'habitation. C'est vraiment élémentaire, c'est vraiment aussi simple. Et je précise qu'une procédure administrative en première instance est gratuite pour l'administrer. L'État se lie un peu, mais en tout cas, offre la possibilité aux Français de dire attention, voilà. Vous avez tort. Voilà. Alors, il se lie les mains, oui, on peut dire qu'il se lie les mains, mais alors, il y a une question de transparence, de la décision, et puis la décision de l'État n'est pas parole d'évangile. C'est le but de la justice, de dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. L'État offre cette nouvelle possibilité à ses administrés. Voilà. Pour utiliser un gros mot, c'est un renforcement de l'état de droit. Donc, mesure de transparence, et puis bon, peut-être aussi de pédagogie, d'éducation pour ceux qui veulent s'y intéresser. Une évolution qui est importante là pour les assurés et finalement pour les agents. Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, l'assuré devait déclarer son sinistre dès qu'il en a connaissance dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel déclarant la catastrophe naturelle. Désormais, il a 30 jours. Donc là, ça laisse davantage de latence, de souplesse. Bon, concrètement, si vous êtes parti en vacances et que vous revenez au bout de 15 jours, vous pouvez toujours signaler votre sinistre, ce qui n'était évidemment pas possible quand on avait 10 jours. Donc, c'est une petite évolution, mais c'est une évolution qui compte quand on est affecté et puis aussi quand l'assuré lui-même ignore les dispositifs. Il ne sait pas comment ça se passe et c'est normal que l'assuré les ignore. Et c'est là que l'agent peut avoir du coup sa plus-value, puisqu'il va informer son client, l'assuré, des dispositifs qu'il a et qu'il n'a pas raté le coche des 10 jours et qu'il en a encore peut-être 20 si justement on l'appelle le 10e et dernier jour de la période précédente. Exactement. Bon, vous en tant qu'agent, vous saurez s'il y a une catastrophe naturelle. Hein. Vous serez les premiers à le savoir et à partir de là, vous allez avoir des dossiers qui vont, enfin des clients qui vont appeler, qui vont soumettre leur dossier et vous allez pouvoir constater qui ne vous a pas appelé non plus. Ça vous laisse aussi, donc à vous, plus de temps pour contacter vos clients. La plupart d'entre vous, vous avez 2000, 3000, parfois 4000 clients. Il est évident qu'on ne peut pas appeler tout le monde le même jour. Donc, surtout quand l'agent a lui-même été parfois victime de cette catastrophe. L'agent et ses employés. Voilà, ça fait beaucoup. Donc, c'est une petite mesure, mais véritable gain. Autre nouveauté. Alors, on nous demande de préciser que c'est 30 jours à compter de la date du sinistre ou de la reconnaissance de la catastrophe, de l'état de catastrophe naturelle. De la reconnaissance. Voilà, j'avais bien dit la reconnaissance. Donc, l'assuré peut toujours signaler, il doit d'ailleurs signaler son sinistre auprès de vous, mais les 30 jours interviennent à partir de l'arrêté. Donc, s'il a son sinistre, le temps que l'arrêté soit tenu, on disait 15 jours, ça laisse une période de 45 jours pour se préparer. Du coup, dans le même état d'esprit, on a une question. À quel moment ouvrir le sinistre? Est-ce que c'est entre la déclaration du client et l'arrêté de CatNat? Après l'arrêté de CatNat, quelle est
le meilleur intérêt pour le client et l'agent général de déclarer, de faire mention. L'obligation légale de l'assuré, c'est de déclarer dès qu'il en a connaissance. Donc, à la survenue, dès que survient dès que survient le sinistre, qu'il soit qualifié de catastrophe naturelle ou non, il doit signaler son sinistre. Et donc, rétroactivement, l'agent lui dira, ça rentre dans le cadre d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. Alors, de fait, vous avez votre sinistre, on va dire le jour 1. La catastrophe naturelle est reconnue au bout de 15 jours, donc au jour 15. Vous n'avez pas déclaré votre sinistre à votre assureur entre le jour 1 et le jour 15. Il n'empêche, vous pouvez le déclarer entre le jour 15 et le jour 45, ou plutôt jusqu'au jour 45. C'est une petite souplesse du système. Une marge de manœuvre. Une petite marge de manœuvre. En cas de perte de ses biens. Exactement. On a autre chose à penser. penser. Si on a perdu son toit, voilà, concrètement, alors on entre dans les mesures de relogement. Eh bien, c'est parti. Et voilà, et j'y suis. Alors, évolution aussi dans la prise en charge des frais de relogement d'urgence, donc qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024 seulement. Donc, deux choses. Pour les frais de relogement, on peut être relogé, y compris lors des travaux de réparation. Pas seulement. Donc, c'est quand même confortable, premièrement. Deuxièmement, les frais de relogement sont d'une durée de 6 mois maximum. Au-delà, la garantie CatNat ne s'applique plus et c'est la garantie de votre assurance qui entre en jeu. C'est tout pour le décret du 30 décembre 2022. Avant que je passe à l'ordonnance, voilà, une ou deux questions, mais je pense qu'il y a assez facilement répondu. Que se passe-t-il si les assurés sont à l'étranger pour plusieurs mois et découvrent tardivement le sinistre? Y a-t-il une procédure particulière? Mais déjà, l'agent doit normalement avoir essayé d'appeler son client dans ce genre de cas. Alors là, d'un point de vue juridique, ça, je ne sais pas. Donc, je vous le dis franchement. Néanmoins, c'est à l'obligation de déclaration incombe à l'assuré. Qu'il soit parti pendant 6 mois ou pas, est indifférent à son obligation. Pas de procédure particulière s'il le découvre en voilà. 6 mois après son voyage. C'est comme vous avez reçu votre feuille d'impôt, vous étiez en voyage, vous n'avez rien prévu pour, tant pis pour vous. C'est là qu'intervient l'agent général dans son travail d'accompagnement et de conseil. Exactement. S'il arrive à joindre son client. Exactement. C'est là où vous avez une valeur ajoutée et peut-être de fidélisation. Et on me demande si on ouvre un dossier en CatNat ou en évolution ou en événement climatique quand l'agent général doit déclarer quelque chose ou que l'assuré doit déclarer la catastrophe. J'ai pas compris la question. Et on ouvre un dossier en catastrophe naturelle ou en événement climatique, ou est-ce qu'il y a un... Non, on déclare juste. Non, on déclare. Non, on déclare. Exactement. Vous déclarez et ça. Voilà, de la compagnie qui le classe en catastrophe naturelle. Exactement. Tout à fait. Voilà, je vérifie le... Après, oui, effectivement, j'imagine que ça dépend des systèmes d'information. Voilà. Du coup, je propose qu'on passe à l'ordonnance du 8 février dernier. Oui, l'ordonnance du 8 février dernier. L'ordonnance, alors en quelques mots, c'est quand, c'est quand le Parlement autorise le gouvernement à prendre des mesures. Il n'y a pas de débat sur ces mesures, il n'y a pas d'amendement. Il adopte ces mesures et à la fin, le Parlement vote l'ensemble des mesures. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur le plan législatif et le plan réglementaire. L'ordonnance du 8 février 2023, le titre, je ne le connais pas par cœur parce qu'il est très long, elle est relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Atchoub. On parle de verger. Quand on Alors, parle de verger, hein. justement, j'allais y venir. Voilà. Donc, dites ordonnance CatNat. Alors, vous avez vu que l'ordonnance parle bien de sécheresse et réhydratation. Le retrait gonflement d'argile, c'est aussi un phénomène de sécheresse et réhydratation, mais qui concerne que l'argile. Ce qu'a fait le législateur, c'est que lui, il a parlé des sols en général et pas d'un type de sol. Et aujourd'hui, l'agitation qui existe autour de ce phénomène est spécifique à l'argile. Donc, l'ordonnance prévoit les mesures suivantes. Je vous donne les principales qui nous concernent. Elles sont surtout dans le Code des assurances. Alors, premièrement, l'ordonnance reconnaît comme effet de catastrophe naturelle une succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Vous avez bien compris que l'ordonnance ne précise pas la nature de cette sécheresse ou ni même sa durée. Donc, on est dans une sorte de flou, mais peut-être que c'est justifié d'un point de vue technique. Alors, donc on est au niveau de la loi. Ouais. Donc, on reste sur un texte assez général. C'est volontaire, ça. Mais après, ce texte va être décliné via une circulaire. Et donc, les critères de reconnaissance de la catastrophe naturelle feront l'objet d'une mise à jour de la circulaire. Il y a déjà une circulaire qui est accessible publiquement sur les critères sécheresse, mais ils seront modifiés par votre circulaire. Alors, deuxième disposition, l'ordonnance, elle limite l'indemnisation en cas de sécheresse et de réhydratation des sols aux dommages susceptibles, je cite, d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal des bâtiments. Autrement dit, les dommages d'ordre esthétique ne sont pas pris en compte, ne sont pas pris en charge. De bon sens. Ça paraît de bon sens, mais comme on dit, même si c'est évident, ça va mieux en le disant. Troisième disposition qui peut vous intéresser. Donc, les dommages CatNat peuvent être utilisés pour réparer les dommages consécutifs au mouvement de terrain différentiel. Autrement dit, j'ai un sinistre et je décide de déménager. Évidemment, là, je ne serai pas indemnisé, je dois rester dans ma maison. Autrement dit, c'est ça. Là, j'ai une question. En cas de sécheresse, donc, pas sur plusieurs années, il n'y a pas d'arrêt de CatNat avant un moment. Quand est-ce qu'il faut déclarer le sinistre? Imaginons qu'il y a comment dire, la question très précise. Alors, il y a une fissure qui apparaît, par exemple. Voilà, une fissure. Là, on me parle de fenêtres détruites. Comment on déclare? À la survenance de l'événement. Dès que vous avez une fissure, une tuile, une fenêtre qui bouge, quoi que ce soit, c'est un signe, c'est un événement, c'est un fait. Et c'est à ce moment-là que vous le déclarez. Alors, ça c'est pour, je pense que c'est pour vous. Je vois une question qui se rapporte à Élise Lucet. Est-il vraiment utile de déclarer les sinistres CatNat pour mouvement de sol, sachant qu'il semble, d'après Élise Lucet à la télé, que le fonds CatNat est à peu près ruiné? C'est la télé. Alors, donc j'ai dit que le régime était en tension. En tension. Il n'est pas ruiné. Il n'est pas ruiné, on a vu les chiffres. Et de toute façon, par construction, la solvabilité du dispositif est assurée par la garantie de l'État. Si effectivement on a subi un épisode une sécheresse de très grande ampleur en 2022, donc notre estimation c'est de l'ordre de 3 milliards. Si on subit à nouveau un épisode équivalent plus des quelques inondations, oui, peut-être que la garantie de l'État jouera, mais pour autant les gens seront indemnisés. Et il y a chaque année un grand nombre quand même. Il y a des gens déçus parce que l'expert
en analysant le sinistre, considère que la sécheresse n'est pas la cause déterminante du sinistre, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont indemnisés au titre de la sécheresse via le régime Jacques Mat. Donc, il est utile de déclarer. Si ce n'est pas votre assureur ou la CCR, ce sera l'État qui est là pour assurer le bon fonctionnement du régime. Voilà, ça sera le même process, hein, ça sera l'assureur via son expert qui fera le sinistre, mais éventuellement, c'est la garantie d'État qui interviendra. Là, on a une question. Ajouter une information sur l'ordonnance. Il y a un point qui est très important. Le dernier, c'est que les bâtiments construits dans les zones argileuses, c'est pour ça qu'on distingue le risque de gonflement d'argile des autres sols. Il est prévu que les bâtiments construits dans les zones argileuses et dont le permis de construire a été effectué après le 1er janvier 2024 ne pourront plus bénéficier des garanties CatNat. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir indéniablement des mesures, soit législatives, soit réglementaires, préparant un traitement particulier du phénomène de retrait-gonflement d'argile. Ça, peut-être une précision sur ce point, c'est que, alors pourquoi cette disposition? C'est que depuis 2020 ou 2021, il y a des règles de construction. Donc, normalement, si on respecte ces règles, il ne doit pas y avoir de sinistre. D'où l'explication de cette disposition. Ce n'est pas juste une exclusion. Les PPR trouvable, alors ça ne relève pas du PPR, mais c'est la loi Elan, et donc c'est le texte d'application de la loi Elan. Accessible aisément. Alors, si je déclare le sinistre, imaginons le 10 avril, pour des fissures, et que l'arrêté qui survient couvre seulement le dernier trimestre de l'année, il ne sera pas indemnisé en CatNat. Imaginons que la sécheresse, elle peut avoir des impacts sur toute l'année. Si mon assuré a une fissure, premier trimestre, et que l'État ne constate l'arrêté de catastrophe naturelle que dernier trimestre, est-ce qu'il a le droit de limiter cette survenance au dernier trimestre parce que là, il y aura eu plus de dégâts, ou est-ce que ça s'étendra à toute l'année? Comment, cette temporalité, de quand à quand a eu lieu l'événement et de quand à quand suis-je indemnisable, comment c'est déclaré? Alors, ça fait partie des cas un peu des irritants qui peuvent être remontés, mais de non prise en charge, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Donc, effectivement, il y a quelques cas où il y a des problèmes de date, mais globalement, c'est à l'expert, c'est l'expert d'assurance missionné sur place qui doit faire le lien de cause à effet entre l'événement reconnu et les dommages. Et il peut tenir compte aussi de l'incertitude sur la date de survenance, puisque c'est très difficile de dater précisément une fissure. Et les causes de refus sont plutôt autres, mais effectivement, ce cas est souvent mis en avant un jour près, mais je pense que c'est assez exceptionnel qu'on refuse la prise en charge à un jour près. Et du coup, je crois, Julien, qu'il y a actuellement une effervescence autour de propositions de loi sur justement le retrait-gonflement des sols argileux. Voilà. Alors, deux propositions de loi. Donc, proposition de loi, ça veut dire que c'est une initiative qui émane des parlementaires pour adopter une loi. L'une vient du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, l'autre du groupe Rassemblement national. Seule celle du groupe écologiste a été adoptée à l'Assemblée nationale. Adoptée, mais encore, il faut qu'elle passe au Sénat. Alors, là, on est un peu dans la prospective. En droit, actuellement, ça ne change rien. La proposition de loi dite de Sandrine Rousseau sur l'indemnisation du risque de retrait-gonflement d'argile prévoit de considérer le risque RGA comme une cause par défaut de tout autre péril de catastrophe naturelle. Il prévoit aussi que l'expertise de l'assuré soit à la charge de l'assureur et j'aurais peut-être dû commencer par là, que le RGA soit reconnu comme une catastrophe naturelle de façon spécifique. Bon. Je vous dis cela, on n'est pas dans le droit, on est encore dans le mouvement politique. Vous avez lu
dans la presse que cette proposition de loi a été adoptée, et c'est juste, ce que vous avez pu lire est tout à fait juste. Pour le moment, concrètement, de notre côté, ça ne donne absolument rien. Ça va changer. Il y a un député qui s'appelle Vincent Ledoux, député du Nord, qui est chargé par le gouvernement d'une mission sur le retrait gonflement d'argile. Les choses sont en train d'évoluer, mais on ne peut pas vous dire voilà ce qui est, voilà ce qui n'est pas par rapport à ces propositions de loi. Donc c'est une information, mais rien de concret. Pas d'autres actualités. La toute dernière actualité, ça Oui. vraiment chaud. Oui, Vincent Ledoux a été missionné le 13 avril dernier. Donc voilà, ça va être un des événements, en tout cas sur les NAT à suivre. On peut dire que la CCR sera sans doute auditionnée. On imagine. Et on a demandé à l'être. Voilà. Je regarde s'il y en a quelques questions supplémentaires. Oui, donc la même personne qui nous posait la question sur la temporalité nous dit que c'est systématiquement refusé, mais vous nous avez dit qu'effectivement l'expert trouve parfois d'autres problèmes que celui du retrait gonflement. Voilà, alors il y a notamment France Assureur a publié une étude expliquant les causes de refus. Et il y a quelques cas, un faible pourcentage qui est lié à des problèmes de date. Donc les fissures sont dues à un autre épisode de sécheresse, mais les causes principales sont autres, et notamment des phénomènes de dilatation différentielle de matériaux. Ce n'est pas des mouvements du sol, c'est typiquement il y a eu une canicule et les métaux bougent. Les métaux bougent, voilà. Comme et ça, corps, effectivement, ça ne relève pas du phénomène de sécheresse. Et c'est contestable par l'assuré? Alors, l'assuré a toujours la possibilité de demander une contre-expertise. D'ailleurs, ça a été reprécisé dans la loi module de 2021. On reprécise, hein, c'était des choses qui étaient déjà possibles, la possibilité pour le sinistré de faire une contre-expertise. Je crois qu'on a eu à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas entendu le point sur le mouvement différentiel. Est-ce que tu peux répéter? Tu disais qu'il fallait rester dans sa demeure et pas. Ah oui. Comment l'indemnisation CatNat est valable pour la résidence principale. Donc, quand la résidence principale est affectée, si je décide de déménager, pour quelque raison que ce soit, là, à ce moment-là, je ne pourrais plus être pris en charge. Puisque je ne subirai plus mon bien, les désagréments, exactement, bien endommagé. Exactement. Peut-être juste pour préciser aussi, c'est que l'enjeu donc était d'affecter l'indemnisation à la réparation. Oui. D'autres aussi pouvaient faire le choix de rester chez eux avec juste en bouchant les fissures par eux-mêmes et puis revendre 6 mois plus tard. Et donc il y avait l'idée quand même que l'indemnisation CatNat sert vraiment à traiter le problème et que ça ne se reproduise pas par la suite et que ça soit l'acquéreur suivant qui récupère le sujet et qui recommence à zéro la démarche. On est indemnisé, on fait les travaux dans sa maison et on vend. Voilà. Parfait. C'est pas l'esprit tordu. Question intéressante, est-ce que ça marche pour les résidences secondaires? Est-ce qu'on parle de résidence principale, résidence secondaire? Alors, sur donc l'indemnisation, si votre maison secondaire est assurée, vous êtes couvert au titre du régime CatNat. La seule exception, c'est pour les frais de relogement d'urgence, donc en vigueur. Voilà. Donc là, les frais de relogement ne seront pas pris en charge pour la résidence secondaire. On considère que ce n'est pas indispensable. Il y a une solution de reprise. Et évidemment, l'assuré, parce que vous avez peut-être un assuré qui habite à Paris, qui a sa maison de campagne en Bretagne, qui passe 9 mois de l'année en Bretagne, et sa résidence secondaire, c'est à lui de déclarer auprès de vous, et vous-même d'informer l'assuré, que c'est à lui de désigner quelle est sa résidence principale et quelle est sa résidence secondaire. Et où est son intérêt? D'un point de vue assurantiel, s'il passe 9 mois en Bretagne, alors
D'un point de vue assurantiel, il a intérêt à déclarer sa résidence principale en Bretagne. D'un point de vue fiscal, évidemment, il vaut mieux qu'il la garde à Paris. Mais là, c'est son choix. La fiscale pour la plus-value à la revente, hein, j'entendais évidemment. On voit donc que le problème est vaste et peut soulever presque des micro-sujets, des choses très très précises, mais c'est un problème vital finalement pour tous les Français, en métropole et dans les Outre-mer, puisqu'on a vu sur votre tableau le quart des sinistralités que les Outre-mer étaient impactés, très impactés. Très exposés, très impactés. Des mécanismes sont là depuis longtemps en France, presque précurseurs, mais qu'il faut trouver maintenant un moyen de les renforcer, de les adapter aux nouvelles sinistralités qu'on rencontre, et surtout à celles qu'on ne rencontre pas encore, et qu'il faut rester souple pour ce que nous ignorons encore. Merci messieurs, ça conclut du coup notre webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Les questions ont été nombreuses. Nos excuses s'il y a eu des problèmes de son que certains nous ont relevés. La matière est très riche, hein. Peut-être y aura-t-il une matière, un deuxième webinaire pour approfondir, on ne sait jamais. Merci à Antoine Quentin, merci Julien Arnoux, merci à tous les participants. Le webinaire sera visionnable sur normalement notre chaîne YouTube sous peu. Merci, au revoir.